Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Avec Philippe David, c'est le deuxième sujet choisi par Philippe David. Il le dit haut et fort, vive la finance. Ça risque de faire réagir avec ses invités en studio. Et vous, émission interactive comme toujours, vous avez la possibilité de voter sudradio.fr. On a d'ores et déjà mis en place le sondage et on fera un petit point dans quelques instants. Est-ce que vous le voulez tout de suite ou pas, Philippe ? Oh, pourquoi pas ? Allez, hop, pour l'instant, on est à... Non, je vais pas vous le dire. Je vous le dirai dans 2 petites secondes. Je pense que là, je vais vraiment être très seul contre tous. Allons-y. Pourquoi vive la finance ? Eh ben, parce que la gauche est fâchée. On pensait que la gauche était fâchée avec l'entreprise et l'économie de marché. Avec cette fameuse phrase de François Hollande, « Mon ennemi, c'est la finance », tenue à une tribune au Bourget lors de la dernière campagne des présidentielles. C'était un propos de tribune, mais finalement, Hollande, il a montré avec la loi travail et avec l'avènement d'Emmanuel Macron qu'il était réconcilié et que la gauche était réconciliée avec l'entreprise, le marché et, de facto, la finance. Aujourd'hui, même la gauche du PS est réconciliée puisque Arnaud Montebourg a déclaré hier « La finance, ce n'est pas un adversaire. La finance, il y a la bonne et la mauvaise. C'est comme le cholestérol. Vous apprécierez la métaphore médicale. » Alors, je suis certain qu'avec les arguments que j'ai préparés, mes 2 contradicteurs du jour quitteront le studio dans 1 heure en disant « Vive la finance » puisque celle-ci n'est plus tabou de ce côté-ci de l'échiquier politique, puisque j'ai face à moi Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche et conseillère de Paris, et Liam Wangnok, économiste et homme politique, membre de la nouvelle gauche socialiste. Liam Wangnok, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, vive la finance. L'argent est nécessaire pour financer les activités économiques. Ça m'aurait étonné qu'un économiste dise le contraire quand même. Dans n'importe quelle économie, qu'elle soit socialiste, capitaliste ou autre, ou solidaire, dans les expériences d'économie solidaire, vous avez du microcrédit, l'argent est nécessaire. Tout le problème est le système dans lequel est véhiculé l'argent. Et aujourd'hui, le capitalisme financier n'est plus du tout le même que celui que nous avons connu il y a une trentaine d'années, par exemple, où les activités des entreprises étaient essentiellement financées par le crédit octroyé par des banques qui souvent étaient contrôlées par les pouvoirs publics et qui octroyaient des prêts à des taux très bas, voire des taux d'intérêt négatifs pour financer les entreprises dans lesquelles l'État était lui-même partie prenante dans une perspective stratégique pour développer l'investissement. Ça, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a eu la déréglementation financière depuis, il y a eu la désintermédiation, il y a eu la dérégulation financière. Si bien qu'aujourd'hui, les banques ont un tout autre rôle qu'il y a 30 ans. Elles ont déjà été, pour la plupart, et même toutes en France, privatisées. Elles sont sur une autre logique. Elles ne financent plus les entreprises. Alors que les rares qui n'étaient pas nationalisées, elles avaient été en 81. Oui. Mais après, il y a eu une vague de privatisation suite aux dérégulations que j'ai indiquées. Qui n'a pas été faite que par la droite, soit dit en passant. Qui a été faite par la gauche. Qui a été faite par la droite et par la gauche. Que la gauche est réconciliée avec le marché et même la finance. Ça dépend ce que vous appelez la gauche. Mais je termine mon raisonnement. Après 1983, donc le tournant de la rigueur. Le tournant de la rigueur, mais il y a eu des incidences aussi en matière d'activité bancaire. Le rôle des banques a été différent. Elles ont financé les activités des entreprises, non plus par le crédit, mais par ce que l'on appelle le marché. Et donc, elles ont massivement investi le capital des grandes entreprises stratégiques françaises, notamment après les privatisations dont vous venez de parler. Et ces privatisations, ça n'a pas été les privatisations libérales à l'anglo-saxonne où les épargnants ont pu s'approprier les entreprises françaises. Non, qu'est-ce qui s'est passé ? On a constitué des noyaux durs où on a confié les rênes de l'économie française. Qui rimaient avec baladure. Oui, mais aujourd'hui, ils sont encore présents, les noyaux durs. Les noyaux durs, c'est quoi aujourd'hui ? C'est les 500 familles. Avant, on parlait des 200 familles en 36. C'est les 500 familles aujourd'hui, plus les banques qui aujourd'hui détiennent le capital des entreprises françaises et qui aujourd'hui sont sur une logique de rentabilité financière maximisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que veulent les noyaux durs ? Ils veulent maximiser la part des profits dans la valeur ajoutée des entreprises et au sein des profits, s'accaparer le plus de dividendes possible. Par exemple, en 1970, la part des dividendes dans les profits, c'était 20%.
Aujourd'hui, c'est 85%. Donc, lorsque vous avez un gouvernement qui octroie un crédit d'impôt tel que le CICE, la fameuse politique de l'offre Le du crédit gouvernement, impôt compétitivité emploi. où ça va ? Ça va dans la poche des actionnaires, ça va pas du tout à l'investissement. Et c'est ça qui change complètement par rapport à la période précédente, c'est qu'aujourd'hui, la logique des grandes entreprises françaises, structurées par un capital dans lequel les banques jouent un rôle clé, c'est plus une logique où on va développer l'investissement de long terme parce qu'on a des taux d'intérêt bonifiés bas et une perspective planifiée par un plan, parce qu'il y avait un plan à la française à l'époque. Aujourd'hui, la seule logique, c'est la maximisation de la rentabilité des entreprises qui se fait au détriment de l'investissement et de l'emploi. Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du Parti de gauche et conseillère de Paris. Je citais tout à l'heure Arnaud Montebourg qui a dit hier « La finance, ce n'est pas un adversaire. La finance, il y a la bonne et la mauvaise, c'est comme le cholestérol. » Maintenant que la gauche du PS est réconciliée avec la finance et le marché, je pense que d'ici la fin de l'heure, vous allez être réconciliés, que vous allez passer un coup de fil à Jean-Luc Mélenchon, qui va être lui aussi converti quand vous allez entendre la force de mes propos. Mince. Je vais vous décevoir parce que là, franchement, cette phrase-là, ça me fait penser à la blague sur le bon et le mauvais chasseur. Hein, et vous connaissez la blague. Je la connais pas, non ? Ah non, écoutez, il y a le bon chasseur, il vise, il tire, et puis il y a le mauvais chasseur, il vise, il tire. Et au final, on ne sait même plus quel est le sens du propos. Donc non, on est dans un Vous système. êtes dur avec Arnaud Montebourg. Mais oui, mais écoutez, il faut s'attaquer à la racine des choses. Nous avons besoin d'une rupture radicale avec la logique du système. On est dans un système capitaliste productiviste, financiarisé, où la dictature de la finance est une gangrène sur l'ensemble de l'économie productive et des services, et surtout qui impose une dictature du court terme extrêmement dangereuse pour notre écosystème. La logique de la finance, c'est d'avoir une rentabilité maximum dans un temps le plus court. Prenez l'enjeu écologique. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut agir contre le réchauffement climatique. Il faudrait pour cela, par exemple, assumer de laisser au moins 80% de nos hydrocarbures sous le sol. Il faut arrêter la surexploitation de ces hydrocarbures. Or, la finance continue à vouloir absolument investir, spéculer là-dessus, alors qu'on a besoin, au contraire, d'engager une planification, écologique et une transition énergétique au service du renouvelable. Or, mais attendez, sur les matières premières, c'est pas la finance qui fait le jeu, c'est l'offre et la demande. Et c'est une logique zones aussi de la financiarisation et de la spéculation là-dessus. Ce qu'il faut, c'est remettre la souveraineté populaire à la tête pour gouverner l'ensemble de nos politiques publiques en fonction de l'intérêt général. Et si vous prenez l'angle de l'intérêt général humain le plus important, celui de la préservation de notre écosystème, vous voyez bien que si c'est la finance qui dicte ses choix et ses intérêts, c'est une catastrophe parce qu'elle cherchera son profit maximum au mépris de notre écosystème et de nos ressources naturelles qui sont finies et au mépris de la surexploitation des femmes et des hommes. Ce que disait Lim Yong-nok est extrêmement important. On voit bien qu'il y a une captation par l'actionnariat, par la finance de l'ensemble d'une écrasante partie de la richesse produite et c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Cette phrase-là est toujours aussi vraie. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle mondiale, les inégalités n'ont jamais été aussi fortes et la situation de précarité et de misère en France aussi importante? Parce qu'à un moment donné, cette captation de la richesse dans une poignée de minoritaires qui sont là simplement pour se gaver sur le dos des hommes et des femmes et de la planète, il faut que cette logique cesse. Alors vous l'aurez compris, les avis divergent entre Philippe David et ses invités. Philippe l'affirme, vive la finance. Vous votez sur sudradio.fr et pour l'instant vous êtes à 75% d'accord avec lui. C'est la preuve que je suis vraiment convaincant. Bon, écoutez, on va continuer à développer ces arguments et vous aussi, si vous le souhaitez, vous intervenez sur l'antenne 0826 300 300 10h12. Sud Radio, Seul contre tous. 9h-11h, Philippe David. Nous parlons finance, nous parlons argent. Vive la finance, nous dit Philippe David. J'ai rarement vu, Philippe, un sondage sur sudradio.fr qui fluctue autant. On est passé à 50-50 d'un coup. Yes. 50-50. Vive la finance, vous le dites. 50-50 de pour, 50-50 de contre, vous en l'occurrence. Alors il va falloir que chacun des partis dans ce studio argumente de plus belle, bien entendu avec vos invités. Alors face à moi, Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche et conseillère de Paris, et Liem Wangok, économiste et homme politique, membre de la nouvelle gauche socialiste. Alors, j'ai l'impression quand même que
Quand je dis vive la finance, c'est juste du bon sens. Vous jetez un peu le bébé avec l'eau du bain. Parce que vous l'aviez dit vous-même au début de cette intervention, Liam Hancock. Franchement, si on n'a pas de finance, même dans les pays d'économie socialiste, tiens, allez, Cuba par exemple, il faut qu'il y ait de l'argent pour investir, pour les infrastructures publiques, pour les ménages, pour les entreprises. Même là, il en faut. Alors, vous jetez pas un peu le bébé avec l'eau du bain ? Mais c'est la finance capitaliste que nous dénonçons ici. Ah. Moi, je suis favorable à une finance. Pas venant de vous. Je suis favorable aux banques coopératives. Le crédit coopératif fait très bien son boulot. Les banques coopératives sociales et solidaires. Je suis favorable à des banques publiques qui s'inscrivent dans une perspective stratégique si l'État planifiait, par exemple, la transition écologique, comme ça a été dit tout à l'heure, et financer les nouveaux projets avec les taux les plus bas possibles. Ils peuvent pas être plus bas. Aujourd'hui, les taux de la BCE, ils sont au plancher. Ce qu'on dénonce, c'est la prise du pouvoir dans l'économie par une certaine finance, qui est la finance capitaliste, qui est le capital financier dans sa version la plus pure. Et ce que je disais tout à l'heure, c'était que ce capital financier-là exigeait, lorsqu'il investissait le capital des grandes entreprises stratégiques, des normes de rentabilité telles que cela est impossible à atteindre dans l'économie réelle. Et donc, que fait la finance aujourd'hui ? Elle se détourne de l'économie réelle pour financer des activités de plus en plus risquées. Et je rappelle que la crise de 2008 vient de là, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? On a failli avoir un effondrement du système financier que vous défendez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la finance anglo-saxonne et espagnole, américaine en particulier, plus qu'anglo-saxonne, britannique, les Britanniques ont dégusté, mais les Espagnols aussi ont dégusté. Le modèle espagnol, c'est le modèle financier américain, immobilier et financier américain. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé que la finance, comme elle finance plus les activités industrielles traditionnelles, elle se détourne de ces activités pour financer des activités risquées. Et qu'est-ce qu'elle a fait aux États-Unis ? Elle a fait rêver les pauvres. Les subprimes, voilà, les crédits on a immobiliers. accordé des crédits hypothécaires aux pauvres, dont on savait qu'ils étaient insolvables, et ensuite on a revendu ces crédits sous forme, je ne vais pas rentrer dans la technique, de produits dérivés en titrisant, et tout le monde, toutes les banques du monde entier ont acheté ces produits dérivés, dont l'origine c'était que les banques américaines ont cherché à faire rêver les pauvres en vendant ensuite aux autres banques des crédits risqués, juteux, parce que plus c'est risqué, plus c'est porteur d'intérêt. Donc tous les autres se sont rués dessus, et manque de peau à l'occasion d'une hausse des taux d'intérêt, les pauvres sont devenus insolvables. Donc tout ça a engendré des défauts de crédit. Tout le monde a eu des pommes pourries dans ses bilans et ça a provoqué la crise des subprimes parce que toutes les banques avaient des engagements dans les banques qui avaient émis ou acheté des subprimes et ça a failli provoquer l'effondrement. Il n'y avait plus de liquidité parce que les banques ne se prêtaient plus les unes aux autres et les banques étaient devenues insolvables parce que certaines d'entre elles, comme la Lehman Brothers, a fini par faire faillite. Et donc, qui a payé la crise ? C'est nous, c'est les contribuables, c'est les pauvres. On a payé la crise pour recapitaliser les banques, pour venir à leur sauvetage. Et ça a coûté des centaines de milliards au monde entier. Et les déficits publics, lorsque les libéraux se targuent sur la dette, mais la dette s'est creusée à ce moment-là parce qu'il a fallu sauver les banques. Et ça a coûté extrêmement cher. Et ensuite, les banques nous ont expliqué « il y a trop de dettes ». Donc il faut les réformes structurelles. Il faut faire payer les salariés, il faut déréglementer le marché du travail, tout ça. Comme si, je vais utiliser une métaphore, vous allez faire du Montebourg qui dit le bon et le mauvais cholestérol. Non, je vais vous dire tout simplement qu'on a l'impression que les voleurs sont entrés dans le commissariat pour jouer aux gendarmes après, quoi. Daniel Simonet, vous allez pas être d'accord avec moi, mais là, vous jetez le bébé avec l'eau du bain, il y a quand même de la bonne finance. Heureusement d'ailleurs qu'il y en a. Vous avez entendu, la finance publique. S'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait plus d'argent en 2008. Heureusement qu'il y a eu de la finance quand même. On va pas prendre celles et ceux qui nous écoutent pour des abrutis. Le débat que vous posez quand vous dites vive la finance, c'est que vous pensez à la finance privée. Vous n'êtes pas en train de dire vive l'investissement public, sinon vous aurez intitulé le débat vive l'investissement public. Vive l'investissement public. Parce qu'on appelle un chat un chat. Donc exactement. Donc quand vous dites vive la finance, c'est vive la logique capitaliste du capitalisme financier. Eh bien non, moi je vous dis que je ne trouve pas cela normal
normal quand dans notre société, par exemple, le patron de SFR, on vient d'apprendre, qui gagnait, par exemple, 17 millions en 2014. Patrick Drahi, pour le nommer, 3 SMIC annuels par jour. Et quelle est la décision que prend SFR? Eh bien, c'est de supprimer 5 000 emplois sur les 15 000 qui existent en France. Donc la logique de la finance, c'est pas celle-là. une entreprise de la finance. SFR, c'est la téléphonie. Oui, mais c'est la dictature des actionnaires et de la logique de la finance et de l'accumulation des profits maximum dans les mains d'une poignée qui dirige le monde aujourd'hui. Il faut bien comprendre que c'est bien plus Goldman Sachs qui dirige l'Union européenne que le peuple souverain. On a fait une révolution en 1789 pour justement finir avec la monarchie et avec un roi souverain qui imposait sa dictature sur le peuple. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut qu'on ait le même processus de révolution citoyenne par les urnes pour faire en sorte que ce soit à nouveau le peuple souverain qui décide des politiques en fonction de l'intérêt général humain, social et écologique, et non plus la finance qui décide au niveau de l'Union européenne d'imposer des réformes structurelles tout simplement pour les intérêts des marchés financiers au mépris du bien-être de tous et de notre émancipation. Voilà, il faut que ça cesse. Je vais revenir une dernière fois sur Arnaud Montebourg. Bon, vous l'aimez bien quand même, je pense. Hier, il a brandi la menace, entre guillemets, de la nationalisation du système bancaire. Liam Wangnok, le système bancaire nationalisé en 2016. Vous y croyez, vous ? Le fait de placer une banque sous contrôle public n'est pas incongru aujourd'hui. Attendez, on va être sérieux. Reagan, Thatcher, c'est un peu ringard quand même. On va être sérieux. Parmi les 8 banques... Ce qui est ringard, c'est de nous faire revenir au Moyen-Âge. Sur les 8 banques européennes les plus exposées à ce qu'on appelle le risque systémique, vous en avez 4 qui sont des banques universelles françaises. Donc il y a un petit problème quand même. Oui, on connaît lesquels, vous pouvez les citer si vous voulez. Non, mais je vais pas leur faire de mauvaises pubs. D'accord. Mais vous prenez les 4 grandes qui ont été exposées et qui ont été massivement recapitalisées. Elles ont fait des stress tests qui ont été positifs pourtant. Oui, mais les stress tests sont pas très fiables, vous savez. Ah. Non, ils sont pas très fiables et elles sont exposées au risque systémique. Pour ceux qui nous écoutent, le stress test, on peut l'expliquer, ce sont des tests qui sont destinés à voir quelle serait la résistance d'une banque en cas de nouvelle crise type subprime. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est basé sur les ratios dits de liquidité, de solvabilité qu'on leur a imposés. Sauf que la titrisation, je vais pas entrer dans la technique encore une fois, c'est du hors bilan. Donc vous pouvez pas savoir ce qu'ils ont acheté. La titrisation de l'ex-patron de la Fed. Exactement. Les économistes libéraux se sont tous plantés. Il n'y en a aucun qui a anticipé dans les économistes libéraux l'ensemble des étapes de la crise. Donc, Alors, on va regarder les sondages avant de marquer une petite pause. Alors attention sur cette phrase que vous dites et cette affirmation que vous annoncez, Philippe David. Vive la finance! L'effet inverse vient d'arriver, puisque 54% de ceux et celles qui nous écoutent et qui votent sur Internet sont contre votre avis. Bravo. Et disent non, sûrement pas vive la finance contre 46%. Il va falloir y redoubler de. Je vais dans la rédaction pendant la pause et je vais voter. Allez, à tout de suite. Ne bougez pas. Sud Radio, Seul contre tous. 9h-11h, Philippe David. C'est la finance qui est au cœur des débats dans ce deuxième Seul contre tous de Philippe David. Et comme quoi, la réflexion, ça a cogité visiblement de l'autre côté avec ceux et celles qui votent sur sudradio.fr parce que pendant la pub, ça a encore changé. Où en sommes-nous lorsque vous dites vive la finance, Philippe, Claire ? 35% sont d'accord avec vous, Philippe. Oui, 35% seulement, là c'est mauvais signe quand même. Pourtant, vous avez essayé de voter plusieurs fois pendant la pause. Ça, ce n'est pas vrai, Daniel Simonet, ça s'appelle de la diffamation. 65% contre vous, Philippe. 65% contre vous. Oui, 2 Français sur 3. Tiens, ça me rappelle le titre d'un livre d'un ancien président de la République. Mais on va inverser la tendance parce que j'ai gardé quelques arguments. Tiens, j'en ai un choc d'arguments. En France, le secteur financier, vous savez combien de pourcents du PIB c'est ? 4,6% du PIB. C'est un secteur vital pour l'économie. C'est plus qu'en Allemagne. Liam Wangnok, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quand même un secteur plus que vital. 4,6% du PIB. Donc vive la finance, on ne peut pas s'en passer. Si vous prenez la totalité des sommes qui sont dans le bilan des banques françaises, c'est 8 000 milliards. 8 000 milliards, c'est 4 fois le PIB français. C'est énorme. Et le gros problème, c'est que sur ces 8 000 milliards qui sont dans le bilan des
des banques, vous n'avez que 17% de ces 8 000 milliards qui servent au financement direct des ménages et 12% au financement direct des entreprises. Le reste, c'est ce qu'on appelle la finance de marché. C'est la finance de marché, c'est le fait que les banques entrent dans le capital des entreprises pour réclamer la rentabilité financière qu'on indiquait, et c'est les acquisitions de produits dérivés sur les marchés extrêmement spéculatifs. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Soit on contrôle cette finance, et moi je comprends nos auditeurs, là, le sondage est extrêmement significatif. Il illustre le divorce entre les Français et François Hollande. Quand François Hollande dit mon adversaire, c'est la finance. Il est en phase avec ce que pense aujourd'hui la majorité de la population française, qui estime que les inégalités se sont excessivement accrues et que ça, c'est pas étranger au fait que la finance ait pris excessivement le pouvoir dans l'économie. Et quand Hollande affirme ça et qu'il fait une réforme à moitié, mais même pas à moitié, il avait promis de casser la Banque universelle française qui permet aux banques françaises de spéculer sur les dépôts des épargnants. On l'a pas fait, on l'a fait à moitié, la fameuse loi bancaire de séparation des activités spéculatives et des activités de détail. Et aujourd'hui, Sapin et même Montebourg nous déclarent mon ami la finance. Faut arrêter. Les socialistes marchent littéralement sur la tête et on comprend aujourd'hui le divorce entre les Français et le Parti socialiste. Daniel Simonet va pas être d'accord avec vous parce que je suis en train de la convaincre depuis le début de l'émission. 4,6% du PIB, on peut pas s'en passer en France. Raison de plus pour... Vous pouvez reconnaître, vous avez dit que j'avais voté pour moi, ce qui n'était pas vrai. Raison de plus pour faire ce que défendait Jean-Luc Mélenchon en 2012 et qui défendra en 2017, c'est-à-dire un pôle public bancaire, pour qu'enfin, ce soit l'intérêt général qui reprenne la main sur la finance. Je veux dire, moi, quand je rencontre les PME, les artisans, comment ils ont du mal à pouvoir obtenir auprès de leur banque les investissements qui sont nécessaires pour eux pour développer leur activité. Ils ont besoin de pouvoir enfin emprunter auprès d'une banque publique qui va véritablement soutenir la création d'emplois. Vous savez quand même que la situation elle est calamiteuse, elle est catastrophique, et c'est normal parce que vous avez aussi un autre aspect du problème. Quand vous avez une situation où les artisans, les PME payent plus de 33% d'impôts sur les sociétés, quand par contre les grosses multinationales n'en payent que 8%, voire zéro en pour moyenne, tout ce qui est, voire zéro. Souvenez-vous le débat qu'on a pu avoir sur l'ubérisation. Je veux dire, Uber ne paye zéro impôt en France. Airbnb payait. On a fait un débat là-dessus. Vous vous souvenez avec le débat? Payer des sommes dérisoires parce qu'on est dans une logique où l'optimisation fiscale est devenue l'art de la finance pour appauvrir les États et ensuite casser l'ensemble des acquis à la fois des salariés et des citoyens. Donc on a au contraire une rupture à faire, à la fois mettre en place une révolution fiscale pour instaurer un salaire maximum au-delà de 30 000 euros par mois. Eh bien les tranches devraient être taxées à 100% pour que ces ultra riches s'assuient qu'il y ait une redistribution des richesses. Mais vous saviez que vous nous faites du Georges Marchais en 1981. Je me rappelle un débat à la télévision, c'était Georges Marchais. Mais le problème, c'est parce que les libéraux. Cavache et Alain Duhamel, et il dit au-dessus de 40 000 francs, exactement, c'était des francs à l'époque, on prend tout. 100% d'impôt, je prends tout. Exactement, parce que là, les libéraux, ce qu'ils nous font, c'est de tout faire pour casser l'ensemble des acquis du Conseil national de la résistance et nous renvoyer à une époque révolue, même avant le 19e siècle. Donc, il faut au contraire, en plus, créer un pôle public bancaire. Il faut également mettre un véritable bras de fer avec l'Union européenne pour ne plus accepter que la finance décide de l'ensemble de nos politiques publiques, parce que comme l'expliquait aussi Lee Myung-nok, on voit bien les politiques qui sont menées. Prenez l'exemple de la Grèce. La Grèce a subi un coup d'État financier. La Goldman Sachs, l'Union européenne ont fait en sorte et la Troïka ont fait en sorte d'endetter la Grèce, de maquiller les chiffres. Ils ont spéculé sur la dette de la Grèce comme ils spéculent sur la dette de tous les États pour ensuite leur imposer des politiques de casse de l'ensemble des services publics, de casse de l'ensemble des droits sociaux. Leur objectif est de privatiser l'ensemble des activités humaines. Cette logique-là, cette spirale sans fin, dictée par le profit maximum de la poignée qui dirige la finance, il faut que ça cesse. Mais Daniel Simonet, vous vous êtes vraiment franchement rapproché de moi. Vous avez dit, mais oui, vous l'avez dit dans vos propos. Regardez, la finance, elle finance pas les PME, etc. Tiens, je vais citer le grand Satan, les États-Unis. Aux États-Unis,
la finance, elle fonctionne à plein, et quand vous montez une boîte, on vous prête de l'argent. En France, les banques ne vous prêtent pas. C'est parce que les banques françaises sont trop frileuses. Donc, vive la finance, et même à l'américaine, Yann Mangnok. Les banques... C'est pas vrai qu'aux USA, on vous prête beaucoup plus facilement de l'argent ? Si, mais parce que la conjoncture américaine est meilleure que la conjoncture française, parce que les États-Unis ont appliqué une politique économique de stimulation de l'économie, là où en Europe, on applique des politiques d'austérité. Alors, certes, en France, on n'a pas fait d'austérité, on a explosé les déficits parce qu'on a filé de l'argent, justement. C'est intéressant. On a filé de l'argent aux banquiers. On peut faire de la politique libérale. On va dire que les États-Unis sont un pays libéral. Excusez-moi pour le gros mot. En faisant tourner la planche à billets. Oui, ils ont financé le déficit budgétaire par la planche à billets, ce qui est interdit en Europe. Ou par ailleurs, par le pacte de stabilité. Voilà. Entre autres. Non, c'est interdit dans les statuts de la Banque centrale. De la Banque centrale européenne. Pardon. Excusez-moi. En Europe, on a une conjoncture où on est aujourd'hui au bord de la déflation parce qu'il y a ce qu'on appelle en économie une insuffisance de demande. Et même si c'est seul contre tout, je vais être d'accord avec vous, la déflation, c'est pire que l'inflation. Oui, on a tué la demande, donc vous avez moins de demandes que d'offres, donc c'est ce qu'on appelle la déflation avec du chômage de masse qui s'installe. Et dans ces conditions, c'est quoi les PME en France ? Les PME en France, c'est pas les PME à l'allemande. Les PME en France, c'est les sous-traitantes de nos grands champions nationaux d'antan qui avaient émergé au cours des 30 Glorieuses. Daniel parlait du Conseil national de la résistance, mais les 30 Glorieuses, c'est quoi 45-73. Voilà, c'est 45-73 quand la France est devenue la 4e puissance mondiale. Ça l'a été parce que le plan à la française du général de Gaulle et des planificateurs de la 4e et de la 5e République ont organisé une économie où on a eu des champions nationaux dans une logique d'aménagement du territoire avec des bassins d'emploi où ils étaient reliés à des PME sous-traitantes. Les PME françaises sont des PME sous-traitantes. Et donc, quand l'économie ne tourne plus et que les grandes entreprises, dans une logique financiarisée telle qu'on l'a décrit tout à l'heure, n'investissent pas, elles ne commandent pas à leurs sous-traitantes. Et du coup, les PME aujourd'hui n'ont pas d'activité. Et les banques n'ont aucune raison de prêter à des entreprises qui n'ont pas d'activité parce que même si la Banque centrale aujourd'hui a relâché sa politique monétaire, c'est-à-dire qu'elle a ouvert les robinets du crédit en baissant au maximum ses taux et en accordant des liquidités aux banques. Les banques ne prêtent pas parce que les activités des PME sont atones compte tenu du fait qu'on a une politique qui tue la croissance. Précisément. Rassurez-moi, vous parlez du plan à la française avec nostalgie. Non, vous êtes quand même pas un nostalgique du gosse plan à la soviétique. Ah non, moi je suis favorable à une économie mixte qui permet de combiner le dynamisme de l'innovation avec une visée de long terme d'un État stratège. Et aujourd'hui, l'État manque de vision. La seule politique industrielle de l'État aujourd'hui, c'est ce que les libéraux appellent les baisses de charges. On a mis tout le paquet sur la réduction du coût du travail. Autrement dit, on octroie aujourd'hui 60 milliards par an de baisse entre guillemets de charges, c'est-à-dire on transfère 60 milliards au profit